Bonjour Pierre, Salut Louise. bienvenue sur InPower. Je suis ravie de t'accueillir. La question que je pose, que j'aime bien poser d'abord à tous mes invités, parce que je n'aime pas forcément les étiqueter, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Ok, j'appelle Pierre Faury, j'ai 23 ans et je suis amoureux de deux choses, de l'éloquence et de la poésie, qui en fait sont jumelles, donc le polyamour est plus juste dans ces cas-là. Ce qui est un peu étrange pour moi d'ailleurs, parce que pour des gens qui me connaissent depuis longtemps, en fait, je suis plutôt un introverti, plutôt quelqu'un de timide, qui n'a pas une articulation soignée, qui n'a pas un charisme naturel dingue. Et un jour, par hasard, j'ai fait un concours d'éloquence dans mon école. Attends, par hasard. Par hasard. On fait pas un concours d'éloquence par hasard. Non, Moi, en la fait- première personne qui m'inscrit à un concours d'éloquence, je l'embrouille. Je lui dis pourquoi tu fais ça. Non, par hasard, j'étais en école de commerce, c'est un moment où t'as beaucoup de temps, Ouais. parfois tu t'ennuies un peu, et donc je me dis, tiens, il y a un endroit, un espace où je peux m'exprimer, et tenter des choses, et justement, comme je savais que j'étais timide, introverti, il fallait que je travaille dessus, donc un peu par hasard, et aussi parce que je voulais me tester, Ok, par challenge, mais, tu te dis... beaucoup par hasard quand même, et sans espérance incroyable, je me dis, je fais un tour, deux tours, c'est très bien, et en fait, j'ai gagné. Et au-delà du fait de gagner, j'ai pris un plaisir fou à ça, non seulement à parler, mais en fait à écrire. Et après, j'ai continué comme ça pendant, là, ça fait 3-4 ans. J'ai fait plein de concours, d'abord comme candidat plein de fois, puis comme jury plein de fois. Maintenant, j'ai produit le mien, qui s'appelle le Prix National Cyrano. Et maintenant, j'écris des livres, donc à la fois des livres sur la prise de parole, l'éloquence, et des livres de poésie, un recueil de poésie qui est sorti récemment. Donc voilà un peu mes deux Ouais. amoureuses. Donc, ça signifie que, avant de faire ce concours d'éloquence, tu ne te considérais pas ou on ne te faisait pas remarquer que tu étais quelqu'un de particulièrement éloquent ou qui avait potentiellement de l'avenir dans ce milieu-là. Pas du tout, c'est même plutôt l'inverse. Enfin, tu vois, je disais, j'ai pas une articulation soignée, je suis 1m70 et j'ai pas une stature qui fait que quand je rentre dans une pièce, tout le monde s'arrête de parler. Mm. J'ai pas les caractéristiques, disons, innées qui devraient m'amener à ça. Et même aujourd'hui, en fait, ces caractéristiques, elles sont toujours vraies. Mais l'espace qu'on me donne sur une scène, pour le coup, est génial. Et d'ailleurs, il y a plein d'introvertis qui adorent le monde des concours d'éloquence, parce que c'est rare, quand t'es habitué à pas oser prendre la parole, voire à te faire interrompre, Mm. d'avoir un espace de 5-10 minutes où tu parles un peu de ce que tu veux, de la manière que tu préfères, et où personne t'interrompt. Donc c'est pour ça aussi que je pense que j'y ai pris Ouais. autant de plaisir. Et à ce moment-là, quand tu es timide, que tu n'es pas forcément le plus à l'aise, comment tu sais construire ton discours et quelle attitude adopter finalement pour être quand même, pour marquer les esprits? Hmm. Bah justement, c'est comme ça que que je me rattrapais, que je me rassurais. Je savais que comme je n'étais pas sûr de moi, il fallait que j'assure sur le texte, sur tout ce que je pouvais préparer en amont. Il y a un vrai enjeu, je pense, à distinguer deux choses qui vont être la technique et le style. La technique, dans un discours, il faut que on réponde à certains critères, tu vois, il y a une introduction, il y a un développement, il y a une conclusion. Ok. Il y a aussi la technique oratoire, tu vois, il faut que j'apprenne à maîtriser mes bras, mon regard. Tout ça est très important, mais en fait, ça, tout le monde peut le faire. Ce qui vraiment te singularise, ce qui fait que les gens se rappellent de toi, que quand tu fais un discours, il reste dans les mémoires, c'est ton style. Et ça, c'est un vrai travail, c'est de trouver quel est mon style. Au début, on a tendance à vouloir imiter beaucoup de gens, on a des inspirations, des gens qu'on trouve géniaux, et parfois on n'est pas fait pour leur ressembler, et c'est pas grave. Et donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de trouver un style qui m'était propre. Le mien, il est plutôt lyrique, il est plutôt très poétique, et aussi, et je pense que c'est ça qui a amené quelque chose d'un peu nouveau dans ce monde-là, il est très dans le rapport à la vulnérabilité et à la sensibilité. Et quand on imagine les concours d'éloquence, on pense, tu sais, aux grands tribuns qui crient, qui haranguent des foules. Honnêtement, c'est pas du tout moi. Et mon style, je pense qu'il tranchait aussi par rapport à tout ça. C'est un style beaucoup plus doux, je crois, je veux en tout cas, poétique, lyrique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à construire mes discours en me disant, je veux les construire autour de ce style-là. Et après, t'appliques la technique, mais le style, c'est ce qui fait que les gens se souviennent de toi. De quoi t'as dû te débarrasser comme habitude ou comme idée reçue pour t'améliorer en éloquence? Je pense qu'il y a beaucoup de comportements ou expressions ou juste voilà, idées qu'on peut avoir par rapport à ce qu'est un bon discours ou ce qu'est une bonne prise de parole et dont finalement t'as dû te détacher parce que tu t'es rendu compte que c'était pas du tout le cas. Ouais. Bah, en fait, quand tu commences par travailler, je disais, la technique, tu vois. Il y a un peu trois stades, comme les Pokémon, si tu veux, dans l'art oratoire. Le stade 1, c'est le stade quasiment de l'enfant qui a jamais travaillé, qui a jamais appris à parler. Et donc quelque chose de très pur, de très beau chez un enfant qui parle. Il y a une forme d'éloquence super candide et qui est géniale à voir, mais il n'y a pas de travail, il n'y a pas de technique. Le stade 2, c'est le stade où on a travaillé et on ne voit que la technique. Et il y a plein de gens, quand ils parlent,
on sent qu'ils ont bossé, qu'ils ont fait des séances de coaching, qu'ils ont été dans des associations d'éloquence parfois, et tu sais, ils parlent avec des mains comme ça, des gestes pas du tout souples, le regard est super ancré, mais il est pas du tout naturel, la voix aussi, elle est tellement maîtrisée qu'elle est absurde presque dans la manière dont elle s'exprime. Et en fait, ce que j'ai dû apprendre à faire, c'est à désapprendre. Une vraie éloquence, elle doit être naturelle. Et donc les gens dont on sent qu'ils sont dans le contrôle permanent sont rarement très éloquents. Ça demande une forme de lâcher-prise. Et ce lâcher-prise, il se retrouve aussi sur le fond de ce qu'on dit. Parce que je crois pour le coup beaucoup à une éloquence de la sincérité. Qui n'est pas juste l'éloquence où on lance des grandes phrases, on fait des super jeux de mots et des blagues un peu vaseuses. Moi, je crois beaucoup à l'éloquence sincère, authentique. Et donc, ce qu'il faut apprendre à faire aussi, c'est à parler de soi, en tout cas à donner de soi. Et c'est pas évident. En plus, tu vois, je parlais de sensibilité, de vulnérabilité. C'est con, mais pour un mec, au début, on m'a dit plusieurs fois au départ, c'est marrant, t'as une éloquence très féminine, comme c'était quasiment une insulte. Alors, pour moi, c'était pas du tout une insulte. Mais se défaire aussi des préjugés sur ce que c'est qu'une parole éloquente. On peut être éloquent de 1000 manières différentes, soit comme un tribun, soit dans la poésie, soit dans l'humour, soit juste dans une éloquence dénuée d'artifice. Il y a 1000 manières de faire, il faut juste trouver la sienne. Quel est l'écueil que tu constates le plus, non seulement pour les personnes qui débutent peut-être dans l'oratoire, mais au-delà de ça, dans les personnes que tu peux rencontrer et qui prennent la parole? Parce que j'ai l'impression que, en fait, on n'apprend tellement pas cet art, je sais pas si on peut parler d'art d'ailleurs, de cette compétence, on nous l'enseigne tellement pas que chacun fait un peu comme il peut, mais que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de façons de faire qui desservent plus qu'elles ne servent. Oui, tu dis des choses qu'on imagine être importantes, mais qui au fond ne sont pas vraiment. Ouais, en fait, tu vois, je pense à par exemple, des personnes qui sont persuadées que lorsqu'elles font un discours, il faut qu'il y ait un exemple illustré à chaque fois, et donc ils vont faire que ça. Ou des personnes qui vont penser que parce qu'elles parlent fort, alors on les écoute plus. Enfin, c'est vrai que parfois, moi, j'entends des gens et je me dis, mais putain, elle se rend pas compte que, je sais pas, elle est trop longue, ou alors, elle a perdu l'attention des autres. Et en même temps, je me dis, en même temps, comment tu veux qu'elle sache, vu qu'on l'a jamais appris? Bien sûr. Deux écueils. En fait, il faut comprendre que l'éloquence, c'est un deuil. C'est le deuil de deux choses. Un, c'est le deuil de l'exhaustivité. Et deux, c'est le deuil de la perfection. Et en effet, je pense qu'il y a une chose qu'on voit tout le temps, c'est des gens qui veulent tellement tout dire, alors qu'ils ont un espace de temps très restreint, que soit on comprend plus rien, il y a tellement d'informations qu'en fait on n'en retient aucune, soit ils dépassent le temps et donc ils perdent l'attention des gens. Donc ça, c'est pour l'exhaustivité. Et ensuite, la perfection. Les gens sont tellement dans le contrôle quand ils parlent, parce que c'est stressant. En fait, on a peur du jugement d'autrui, que dès qu'ils font la moindre erreur, ils perdent les pédales, ils perdent toute capacité à se concentrer. Et on voit des gens qui vont rater une phrase, qui vont oublier une phrase, et qui après s'en mêlent les pinceaux, veulent revenir en arrière, et sont incapables de retrouver l'instant présent. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que les gens sont jamais dans le présent. Et l'éloquence, c'est un présent, c'est le présent qu'on fait à l'autre comme un cadeau, c'est le présent qu'on vit surtout en tant qu'orateur et oratrice. Et les gens soit sont dans le ressouvenir du passé, ils ont répété avant, et donc ils veulent retrouver exactement la même intonation que le jour où ils ont répété, soit ils sont dans l'anticipation du futur. C'est le stress en fait, c'est se dire je vais être jugé, putain j'ai dit ça, est-ce que je vais rater cette phrase, est-ce que je vais rater cette phrase là, et donc ils sont pas dans le présent, et donc ils sont pas là avec nous, et ils nous emportent pas. Et il faut toujours réussir à revenir au présent. C'est une grande phrase, c'est facile dit comme ça, mais c'est fondamental. J'allais te demander, est-ce que ça se choisit? Est-ce que toi, ça a toujours été facile pour toi d'être dans le présent quand tu parles? Pas du tout. Comment tu y es arrivé? D'autant plus que je suis quelqu'un qui suis par nature, dans ma vie de manière générale, beaucoup dans le contrôle. Donc être dans le présent, c'est très dur pour moi. Ça passe par la pratique. En fait, on peut dire tout ce qu'on veut, tu vois, même les livres, c'est super important, des livres sur la prise de parole, mais au fond, tout n'est que pratique. Tu viens pas forgeron en lisant des livres sur comment forger les choses. Et c'est pareil pour la parole, il faut apprendre à parler, il faut parler, il faut se rater. Et en fait, quand tu te rates, souvent tu te rends compte que les gens s'en fichent et ils s'en rappellent pas vraiment. Et ensuite, pour vraiment être dans le présent quand tu parles, c'est le rapport à l'autre et au public. Il se passe un truc dans la salle, t'apprends à réagir dessus, tu t'autorises de l'improvisation, tu dis tiens cette phrase là elle marche pas, ok la suivante j'enlève, la blague qui devait suivre je m'en sépare. Et en fait se dire j'accepte de faire une croix, de tirer un trait sur tout ce que j'avais préparé parce que le moment s'y prête pas, c'est important. Pareil, parfois des gens se trompent de ton parce qu'ils avaient imaginé que l'ambiance de la salle serait extrêmement différente, et donc ils viennent avec un truc super drôle dans une ambiance qui est un peu terne ou grave ou autre, et ça marche pas et ça détonne. Bref, faut revenir au moment présent, et souvent ça suppose d'accepter de mettre de côté
tout ce qu'on a préparé avant. Et alors, très concrètement, parce que je pense être un bon soldat de, de laboratoire, tu vois, si là, je devais faire un discours devant des milliers de personnes, et typique, c'est clair que moi, genre, tu me dis soit dans le présent, en fait, ça me parle pas du tout, parce que je n'ai pas les... Je suis là, ok, mais how? Comment je peux faire si demain, j'ai une prise de parole devant des centaines, des milliers de personnes, et en fait... moi, je me connais, je sais que je vais penser à où est-ce que je peux potentiellement rater, qu'est-ce que les gens vont dire après, ah tiens, est-ce que je pense bien à la dernière phrase? Comment éviter d'être pollué par tout ça et réussir à revenir dans le présent, en fait? C'est quoi, concrètement, le moyen d'y arriver? Alors, paradoxalement, une des bonnes manières pour être dans le présent, c'est de commencer avant à anticiper. Donc, dans le passé, déjà anticiper ce qui va se passer. Parce qu'on va être pollué au moment où on parle par plein de choses sur... comment je me tiens par rapport à mon pupitre, est-ce que le micro il fonctionne bien, etc. Donc tout ce qu'on peut faire pour anticiper des détails même les plus débiles du monde, il faut le faire pour pas avoir l'esprit pollué justement au moment où on parle. Parce qu'en fait quand on dit être dans le présent, c'est ça, c'est comment ne pas être pollué par les pensées externes. Deuxième chose, c'est respirer avant. On dit souvent qu'il faut faire un moment de silence avant un discours parce que ça assoit la gravité du propos, les gens se taisent. En fait c'est surtout pour soi, on se pose, on prend 10 secondes, 15 secondes s'il faut, ça paraîtra bizarre, on s'en fout, on prend un moment de silence et on se dit ok, je me calme, un peu comme du yoga ou la méditation, c'est vraiment ça, c'est des moments où tu reviens sur le moment présent et t'es concentré sur toi. Et troisième chose, c'est non seulement t'es concentré sur toi, tu te concentres sur les gens en face de toi. Donc le regard, pareil, c'est pas juste de la technique qu'on dit comme ça aide vraiment de lire dans le regard des gens ce qui se passe, de voir s'il y a de l'ennui, s'il y a de l'ennui, hop, je change de ton, je reprends une voix peut-être plus forte pour les réveiller. Si je vois qu'il y a de l'humour, je peux continuer dans ça, je peux rajouter une blague qui n'était pas prévue parce que tiens, elle me vient dans le moment. Bref, c'est de se dire, j'accepte de me laisser guider par les gens. Et c'est marrant, on pense souvent à l'éloquence, c'est de la séduction, on dit. Et séducere en latin, c'est conduire l'autre à soi. Et en fait, c'est tout l'inverse. La vraie éloquence, c'est laisser l'autre te conduire. Donc là, je vois que tu hoches la tête quand je parle, donc je continue ma phrase parce que je me dis, ok, Louise, ça l'intéresse. Et c'est vraiment ça, le rapport au public, au regard, à l'écoute, c'est pas juste pour faire beau, c'est parce que vraiment ça nous aide, nous, quand on parle, à savoir ce qui marche pas, et donc à adapter en permanence notre comportement. Comment trouver les possibilités de pratiquer? Parce que, au fond, s'il faut devenir meilleur, s'il faut s'exercer pour devenir meilleur, je pense que tout le monde n'a pas forcément des associations d'éloquence, tu vois, dans leur entourage ou dans leurs écoles. Est-ce que tu connais des gens autour de toi qui ont réussi à devenir meilleurs par une pratique autre en fait que celle du chemin des concours d'éloquence? Bien sûr, déjà tu as la pratique professionnelle. Y a beaucoup de métiers où au quotidien on est amené à parler en public. Donc là il y a un vrai moyen de pratiquer. Après il y a la pratique quotidienne. Enfin, au repas de famille, tu as ton oncle qui dit un truc un peu limite, tu le reprends. En classe, t'oses lever la main. À la boulangerie, tu hausses un peu plus la voix quand tu demandes ton pain au chocolat pour qu'on t'entende un peu mieux et que la boulangère ou le boulanger te demande pas de répéter, tu vois. Big up à la boulangère en bas d'ici qui écoute In Power, voilà. Exactement. Non mais vraiment, ça passe par des trucs aussi débiles que ça, et c'est en permanence. En fait, on parle tellement souvent chaque jour, juste se dire chaque parole que j'essaie de la rendre un peu meilleure. Et puis après, un peu moment en publicité, mais il y a justement une problématique que j'avais, moi, c'est de me dire, je sors de mes études, il n'y a plus d'espace pour prendre la parole. Et justement, on a créé un concours d'éloquence qui s'appelle le Prix National Cyrano, qui est, je crois, aujourd'hui le seul, qui est intergénérationnel. Et donc, on avait, sur la première saison, des gens qui avaient 12-13 ans, et des gens qui avaient 65-70 ans, et qui nous prouvaient que même aux portes de la retraite, on peut encore apprendre des choses sur notre style de prise de parole, et encore se découvrir par les mots. Donc, on peut toujours trouver des moyens de pratiquer, soit au quotidien, soit il y a des espaces qui le permettent. Est-ce qu'il y a des exercices en particulier qui t'ont aidé à progresser? Comme tu n'avais pas, comme tu disais, forcément les attributs innés de l'éloquent. On dit ça? Ouais, ça se dit. Ok. Tu vois, est-ce qu'il y a des exercices que tu as mis en place et tu t'es dit, ah putain, ça m'a vraiment aidé à être plus à l'aise ou à être meilleur? Oui. D'abord, moi, c'est passé par l'écriture. Concours d'éloquence, ça rime souvent quand même avec discours écrit à l'avance. Ouais. Ce qui d'ailleurs ne ressemble pas toujours à l'éloquence du quotidien. La vraie éloquence qu'on a là, elle est improvisée, elle n'est pas écrite. Mais l'écriture est vraiment un chemin fondamental pour apprendre à mettre des mots sur ses pensées, sur ses convictions, sur ses sentiments. Et donc plein d'exercices d'écriture, sur les figures de style. En fait, tout ce qu'on fait au lycée et qu'on déteste au lycée, se replonger dedans 5-10 ans après, c'est assez génial. C'est vrai. C'est assez génial. Et une fois qu'on maîtrise l'écriture, c'est vraiment avant un discours,
se poser vraiment sur l'anticipation. Donc c'est se demander avant chaque discours, c'est quoi mon message? C'est quoi l'objectif que j'ai? Est-ce que je veux convaincre? Est-ce que je veux séduire? Est-ce que je veux persuader? Est-ce que je veux... Bref, tout ce que tu veux. Au-delà d'un discours, hein. Même tu vas à un date, bah, tu sais que tu veux séduire. Ouais. Tu vas à un oral d'entretien de Tu veux personnalité ou convaincre, d'embauche. Tu veux convaincre, tu veux te faire recruter, bref. C'est quoi mon intention? Ça, les gens ont plus de mal. L'intention, c'est comment je vais être perçu. Est-ce que je veux qu'à la fin, les gens se disent, tiens, Pierre ou Louise, il ou elle est sincère, authentique. Je veux qu'on dise, elle a du charisme. Je veux qu'on se dise, ah, elle est brillante, elle est intelligente. Se demander comment je vais être perçu. Et c'est quoi mon résultat que j'attends? C'est concrètement, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux le numéro de la fille à la fin? Est-ce que je veux l'offre d'emploi? Bref, etc. Et vraiment se poser sur ça, c'est super débile, mais ça aide vraiment. Et troisième chose, une fois qu'on a l'écriture, qu'on a un peu cerné l'objectif de la prise de parole, c'est comment est-ce que je l'incarne. Donc ça peut être des exercices de modulation de la voix. T'as des gens qui s'entraînent à parler dans le métro très fort parce qu'il y a beaucoup de bruit, et donc ça oblige à avoir une projection vocale importante. Ça peut être se regarder dans le miroir quand on parle, répéter dans le miroir, voir ce qui est bizarre dans notre geste, se regarder soi-même droit dans les yeux, c'est très perturbant, mais ça aide à ne plus être gêné par le regard de l'autre. Bref, tout ce qu'on peut faire pour s'entraîner aussi avec son corps. Et donc ces 3 étapes, l'écriture, l'anticipation concrète du discours, et puis travailler sa posture, son corps, sa voix. Il y a une... Attends. Il y a une sous-partie là de ton bouquin qui s'appelle Exceller à l'oral, qui m'a interpellée, enfin il y en a plusieurs d'ailleurs, mais là par rapport à ce que tu dis, je me rappelle que ça fait sens, c'est comment travailler son image. Parce qu'en fait je me suis dit, enfin par rapport à ce que tu disais sur comment on veut être perçu, est-ce que parce que potentiellement je vais être vue ou perçue comme charismatique, ça signifie que je peux l'être? Tu vois, dans quelle mesure, finalement, on peut réussir à être perçu comme on souhaite l'être? C'est très dur, honnêtement. Notamment la question du charisme, parce qu'il y a plein de manières de définir le charisme, donc c'est un peu compliqué. Ce qui est sûr, c'est que, et ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, il y a plein de styles d'éloquence différents, et il y en a qui sont pas faits pour nous. Moi, je ne pourrais jamais être un tribun qui harangue une foule, parce que c'est pas moi, j'ai une nature introvertie, timide, donc je ne pourrais jamais faire ça. Et justement, quand on se compromet à vouloir trahir ce qu'on est, ça ne marche jamais. Un exemple très clair en politique, c'est 2022 Valérie Pécresse, qui est une femme qui sait très bien parler, qui est présidente de région, qui fait plein de discours tout le temps et qui le fait très bien. Elle fait un discours au Zénith à Paris, ça ne marche pas du tout, parce que je pense qu'elle a été coachée comme ça, et elle fait des discours où elle cherche à haranguer la foule, à imiter quasiment un Nicolas Sarkozy, ça ne marche pas, c'est pas elle. Et donc ça sonne faux, et donc c'est complètement raté. Pour revenir à la question qui était posée sur l'image, on peut toujours se détacher de son image et s'en défaire peu à peu. Malheureusement, on est d'abord jugé par ça. En fait, un orateur, une oratrice, il ou elle est jugé avant même de parler. Et ce qu'il faut réussir à faire, c'est anticiper ça. C'est de savoir que, bah ok, parce que j'ai tel physique, telle voix, telle origine sociale peut-être, tel prénom, je sais que je vais être perçu comme ça. Et souvent, une bonne manière de faire, c'est de déconstruire ça. Et j'arrive et je fais quelque chose d'un peu inattendu pour que la personne se dise « Ok, mon préjugé, peut-être qu'il est faux. » Tu vois, ça peut être souvent quelqu'un qui est perçu comme arrogant parce qu'il est très volubile, parce qu'il prend beaucoup d'espace. Commencer par l'autodérision. Quelqu'un qui est un peu en apparence fragile, etc. Commencer par l'humour. Bref, tu vas réussir à déconstruire un peu tous les préjugés que les gens vont avoir sur nous. Et donc on peut peu à peu comme ça décoller l'étiquette qui est collée sur nous. Après, parfois, l'étiquette, elle est aussi juste ou vraie. Il y a des fois où notre image nous correspond. Et dans ce cas génial, faut savoir en jouer et ça marche très bien quand on le fait. Ouais, parce que j'allais te dire, c'est vrai que c'est difficile, je suis toujours assez fascinée sociologiquement qu'il y ait des personnes qui nous perçoivent très différemment de comment on se perçoit. Et on le sait pas forcément. Et tu vois, je trouve que c'est toujours très utile de savoir ce qu'il faut faire, mais c'est encore parfois plus utile de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et je pensais à des moments où j'ai pu être dans des conversations ou dans des situations où je sentais que je perdais un peu la personne ou qu'elle m'appréciait pas outre mesure ou que, tu vois, j'arrivais pas à atteindre justement mon objectif. Et dans ces moments-là, je suis assez démunie sur comment réagir parce que je me dis, bon, si je continue, je vais être lourde. Si j'arrête, j'abandonne. Donc finalement, un peu comment faire pour que peut-être quand on s'adresse à quelqu'un et que il ou elle ne reçoit pas ou ne nous perçoit pas ce qu'on a envie de dégager, on puisse peut-être renverser la situation ou reprendre un peu le pouvoir sur la situation. Il y a beaucoup de psychologie dans la parole. Ouais. Et vraiment comprendre à qui on s'adresse, c'est fondamental. Et donc avant l'entretien d'embauche, juste savoir qui est la personne en face de nous,
son parcours, pourquoi pas ce qu'elle a fait avant, ce qu'elle aime. Mais c'est extrêmement utile et c'est vrai partout dans une soirée où tu rencontres des gens, arriver à savoir qui sont les gens, c'est fondamental, justement à cause de ça. La stratégie, alors c'est bien de parler de stratégie quand on parle de relations humaines, mais qui fonctionne bien quand ça marche pas et qu'on n'est pas perçu comme on voudrait, c'est de le nommer. En fait, très souvent dans une relation, on ne nomme pas les choses, et même dans un tout début de relation où tu rencontres quelqu'un, si la discussion est un peu bizarre, tu sens un truc, mais en fait, le nommer, c'est une excellente manière de désamorcer tous les problèmes. Et donc vraiment, tu vois, tu dis des choses et la personne, tu sens qu'elle en a un peu marre, etc. Tu dis, putain, pardon, je parle trop, dis-moi, tu vois. Peut-être que je suis un peu arrogante, désolé quand je parle, vas-y, je t'écoute. Enfin, tu vois, Ouais, trouver des moyens de nommer. Et en fait, il faut être très lucide sur soi quand on parle. Et donc, se rendre compte aussi de ce que nous, on peut dégager. C'est dur. C'est très dur. Mais quand on y arrive, c'est génial parce qu'en fait, avoir de la lucidité sur toi, sur soi, ça permet beaucoup d'empathie. Parce que tu sais ce que tu vas dégager, donc tu devines ce que l'autre va ressentir. Et donc, tu adaptes ton comportement aussi pour que il ou elle se sente mieux. Et donc, c'est en fait un travail sur soi, c'est aussi un travail pour l'autre. Et la parole, c'est beaucoup de travail sur soi, et donc c'est beaucoup de travail pour les autres. Finalement, quand t'es face à... Parce que ça, c'est quand t'es face à une personne. Mais quand t'es face à des centaines ou des milliers de personnes, tu ne peux de facto pas savoir. Et ouais, c'est là où je me dis ça doit être compliqué de savoir quel ton adopter. Est-ce que toi, tu pars du principe qu'il faut rester soi-même, quoi qu'il arrive, quoi? Ou est-ce que dans les différents concours ou exercices que tu as pu faire, tu as incarné différentes peaux et qu'est-ce que tu as appris en fait de ces différentes expériences? Faut jamais se trahir. Donc chercher à être autre, faire un style qui est pas le sien, ça j'y crois vraiment pas, ça marchera jamais. En revanche, oui, il faut s'adapter. Mais tu vois, un exemple très concret, le style un peu lyrique que je vais avoir, ma voix et la manière que je vais avoir de la moduler, ça je pourrais jamais le changer. Et je chercherai jamais à le changer. En revanche, le ton entre un discours dans une église pour un enterrement et un discours de concours d'éloquence, bah évidemment que tu adaptes ça. Et donc il faut juste se dire, ok, pourquoi est-ce que les gens sont là? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens autour qui m'écoutent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils veulent du divertissement? Est-ce qu'ils veulent de l'émotion? Est-ce qu'ils veulent de l'information? Et après, j'adapte ça. Mais ce que tu es toi, au fond, faut jamais chercher à le travestir. Parce que les gens sont là pour t'écouter toi, ils veulent de ta sincérité, ils veulent de ton honnêteté. Donc faut jamais travestir ça, juste s'adapter un peu au contexte et comprendre la raison profonde pour laquelle les gens sont là pour t'écouter. Mais tu parles des émotions aussi à un moment dans mes petits surlignages. Les émotions. Oui. Alors, en fait, c'est quand tu parles de la méthode debout. En fait, c'est assez fascinant de voir qu'il y a une forme de méthode assez claire de construction d'un discours, d'une prise de parole. Comment tu t'en es rendu compte? Comment vous l'avez théorisée? Et quelle est-elle? Oui, alors en l'occurrence, c'est pas notre théorie. Ouais. Dans le livre, on reprend un peu de Cicéron et un peu d'Éric Bach, qui est un auteur contemporain. Et oui, il y a des techniques qui sont utiles, par exemple pour l'introduction. Il y a une méthode qui s'appelle ACI. Donc c'est le A dont on va capter l'attention, le C dont on va créer une connexion, le I pour dire qu'on va susciter l'intérêt, et le S pour lancer en fait le sujet dont on va parler. Et pour la blague, il y a 2 bouts pour la conclusion, avec 4 autres éléments. En fait, c'est des éléments hyper généraux. Tu vois, quand je dis il faut capter l'attention, bah après il y a 1000 manières de le faire. Dans le livre, on détaille justement, pour capter l'attention, il y a je crois 7 manières d'ailleurs, qu'on nomme, mais qui pourraient décliner elles-mêmes en d'autres manières. Bon, il y a une multitude de possibilités. Faut pas s'enfermer en se disant soit je fais ça et ça marchera pas. Justement, ce qui marche bien particulièrement pour des introductions, c'est d'être créatif et de surprendre. Sur le rapport à l'émotion que tu évoquais juste avant, qui est en effet extrêmement utile en conclusion, c'est de se dire que à la fin des fins, ce qui compte, c'est ce que les gens retiennent. Et un discours est beau s'il est mémorable. Souvent, les gens oublient les mots. Donc on se focalise beaucoup sur quel synonyme utiliser, etc. Les gens l'oublient. Ils retiennent en revanche l'émotion. Et donc on peut mettre toute la technique qu'on veut, et il y en a beaucoup, et il faut la technique, évidemment. La morale du livre, paradoxalement, à la fin, c'est de dire, une fois que tu as la technique, mais une fois que tu l'as, il faut accepter juste de vivre et de transmettre des émotions. Et ça suppose de désapprendre un peu la technique. C'est fou de se dire qu'on a finalement le pouvoir
de générer consciemment des émotions chez les autres. Je trouve que c'est assez ambitieux et aussi assez... Enfin, je pense que moi j'aurais du mal de me dire putain, demain j'ai envie que telle personne elle ressente de la compassion pour moi, donc il faut que je fasse ça. Enfin, c'est une forme de manière de penser un peu contre-intuitive, mais du coup c'est celle que tu utilises quand tu écris des discours. Qui est vertigineuse parce qu'on sent, on devine qu'on a un pouvoir de fait sur les gens. Avec tout ce que ça suppose. C'est une forme de manipulation. Après, le terme est connoté négativement, mais en vrai, il est objectivement. Un chirurgien manipule son scalpel, c'est très neutre comme terme. En tout cas, c'est vertigineux, je suis d'accord. J'irais pas me dire non plus mon but est de faire ressentir telle émotion à une personne. C'est plutôt quelle émotion je ressens moi. Je prends toujours l'exemple des concours d'éloquence, mais on pourrait le prendre dans toutes les situations oratoires. J'ai un sujet, j'ai une question qui m'est posée, j'ai un thème, j'ai un mot. Quelle émotion je ressens moi et quelle émotion j'ai envie de partager. C'est pas de se dire tiens je vais forcer la compassion, je vais forcer tel sentiment chez l'autre, c'est plutôt moi je ressens ça quand j'entends ça, quand je parle de ça, et bah j'aimerais juste le faire d'une manière qui est sincère et qui fait que je vous communique ce que je ressens. Et je crois que là il y a aucune forme d'ailleurs de manipulation, on est vraiment dans le don pur de j'ai ça, je vous le partage et c'est très sain. Et comment tu fais quand tu n'es pas inspiré ? Parce que parfois, j'imagine que cette émotion est peut-être assez faible ou absente et tu dois quand même délivrer. Comment tu fais dans ces moments-là ? Ça arrive assez peu, honnêtement. Peut-être parce que j'ai de la chance, parce que quand j'écris des discours, j'écris des sujets qui ont de l'enjeu pour moi ou l'intérêt pour moi. Il y a un truc que je fais tout le temps, c'est que j'écris tout le temps. Donc en permanence, moi j'ai une note sur mon téléphone, mais qui est longue comme un parchemin, où j'écris tout le temps, et donc j'ai plein d'idées, plein de mots, plein de choses en tête tout le temps. Et donc si un jour je suis pas inspiré par quelque chose, je vais aller puiser de l'inspiration un peu ancienne et me laisser émouvoir par des choses du passé. Et en fait, au fond, les sujets qui importent et desquels on parle peuvent toujours se ramener à des sujets plus généraux, plus simples. Ouais. Et de se dire, ok, j'ai un sujet qui peut-être là est très technique, me parle pas. C'est quoi l'enjeu fondamental qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qui se joue ? Tu vois, on parle de technologie, d'IA, j'ai dû faire des discours sur des sujets comme ça. Ça me parle pas, je suis pas un ingénieur, j'y comprends pas grand-chose. C'est quoi le sujet de fond derrière ? C'est peut-être le rapport à la créativité, le rapport au travail pour l'homme, etc. Et ça, en revanche, c'est des sujets qui me donnent envie de réfléchir. Ça, en revanche, c'est des sujets qui vont m'émouvoir. Et donc se dire, en fait, quelle que soit la chose sur laquelle on doit écrire ou on doit composer, au fond, on peut la ramener à quelque chose d'un peu philosophique, d'un peu existentiel. Et ça va toujours créer de l'émotion et donc de l'inspiration. Comment ton processus de réflexion et d'écriture a changé entre cette fois où tu as gagné par hasard le concours d'éloquence et aujourd'hui où tu as créé ton propre prix ? En fait, au départ, je voulais quand même beaucoup plaire aux gens. Et donc, mes premiers discours, je fais des blagues parfois un peu vaseuses, voire sexuelles, alors que c'est pas trop moi, honnêtement. Je fais du jeu de mots, quasiment du rap parfois par moment, ou du slam, mais plus pour amuser la galerie et pour faire des démonstrations techniques que parce que c'est profondément ce que j'aime faire ou ce que je crois. Et maintenant, j'ai décidé que je m'en foutais. Et donc moi, j'aime faire des trucs très lyriques, très poétiques. Ça me plaît, moi. Ça m'émeut, moi. Et en fait, c'est pas égoïste de dire je fais ce que je veux. C'est parce qu'en fait, pour les autres, c'est mieux aussi. Parce que moi, la démarche sera sincère. En plus, de fait, je fais des choses dans lesquelles je suis meilleur. Parce que faire de l'humour, j'espère que je suis drôle parfois, hein, mais c'est pas mon cœur de métier. Mais c'est pas mon cœur de métier. Et donc en fait, juste accepter de me dire le regard de l'autre, je le prends pas comme une prison, mais je le prends comme une opportunité de partager ce que je ressens, ce que je crois, ce que j'aime faire. Ça m'a vraiment changé la vie. Et maintenant, vraiment, je m'en fiche de vouloir complaire à des critères qui en plus sont tout le temps fantasmés. Et je fais des choses que j'estime justes, que j'estime belles, pas pour les autres, mais pour moi. Et en fait, paradoxalement, ça sert aussi les autres. Est-ce que tu peux nous donner l'exemple de comment se passe le moment où tu reçois le sujet d'un concours d'éloquence, une problématique, voilà, le moment où tu la reçois et jusqu'au moment où tu t'apprêtes à déclamer ton discours, c'est quoi les différentes étapes et qu'est-ce qui t'aide à construire ton argumentaire ? Parce que personnellement, ça me fascine, je trouve que l'argumentation, c'est une compétence exceptionnelle
et qui peut vraiment nous permettre de gagner du temps ou de dépasser des étapes, quoi. Donc, je serais curieuse de savoir comment tu fonctionnes. Pour construire un discours, la première des choses, c'est évidemment l'inspiration. Et donc pour ça, il faut se laisser émouvoir par des œuvres d'art, par de la lecture, par plein de choses où on va aller piocher des idées, des arguments, ou juste de l'émotion pure, pour se dire, tiens, le sujet dont je dois parler, il me fait ressentir quelque chose, et donc j'aurai quelque chose à faire ressentir aux autres. Première chose. Ensuite, deuxième chose, ça va être, ok, mais comment je structure tout ça ? Parce qu'on va avoir plein d'idées qui vont germer, plein d'émotions qu'on a à partager, certes, mais on disait, la parole, c'est le deuil de l'exhaustivité. Comment est-ce que je fais en sorte que tout ça soit digeste pour la personne ? Et donc, c'est ce qu'on disait à l'instant aussi sur j'ai une introduction qui capte l'attention, etc. Puis, j'ai un corps de discours, j'ai une conclusion. Et dans mon corps de discours, j'ai des moments où je vais réfuter peut-être des arguments adverses, défendre les miens, etc. Ok, ça c'est utile, c'est fondamental. Maintenant, ce qui vient ensuite, ça va être l'écriture vraiment. Donc, le style. Chez Cicéron, c'est l'élocution. Donc, c'est vraiment, une fois que j'ai mon argumentaire qui se dessine à peu près, comment je l'exprime en mots. Et c'est là aussi où l'adaptation est importante, c'est parce que tu vas pas dire la chose de la même manière face à des enfants, face à des adultes, face à des vieillards dans une maison de retraite. C'est quoi le style, vraiment en termes de figure de style, que je vais employer ? Est-ce que je veux des images très figuratives pour les gens ? Est-ce que je veux des trucs très concrets parce que je parle à des ingénieurs ou des banquiers qui veulent du chiffre ? Ou est-ce que je parle à des poètes, etc. Donc je vais utiliser de la métaphore, par exemple. Ensuite, quatrième étape, une fois que j'ai écrit mon discours, il y a le rapport à la mémoire qui est important. C'est toujours compliqué la mémoire parce qu'en même temps, on aurait envie de connaître par cœur ce qu'on a à dire. Et en fait, c'est une prison la mémoire parce que dans ce cas-là, on est sur un rythme qui est le rythme de la récitation. C'est vrai. Qui n'est pas le rythme de l'éloquence. Et réciproquement, si on ne travaille pas son texte, bah, on n'est pas en maîtrise et donc on n'est pas bon. Et cinquième élément qui va être le rapport au corps. C'est ok, j'ai écrit, je me souviens maintenant comment je joue, comment je module ma voix. Est-ce que je veux des moments d'accélération, je veux des moments de silence, de pesanteur. Et en fait, c'est vraiment 5 étapes qu'on prend une par une. Et donc, quand on a un concours d'éloquence, ça commence par ça, l'émotion, puis la structuration, puis l'écriture, puis la mémorisation, puis le jeu du corps. Et puis après vient un peu le moment de grâce qu'est le jour J, où il faut ajouter à tout ça un peu le facteur X, qui est de dire j'ai fait ma préparation, maintenant il peut se passer plein de choses dans un discours. Il y a un micro qui marche pas, il y a quelqu'un qui tousse, qui éternue, il y a un téléphone qui sonne. Il faut se laisser aussi emporter par ça, pas déconcentrer, mais savoir réagir, rigoler dans l'instant, profiter du moment présent. Et là, ce jour-là, il y a le stress auquel il faut faire face. En plus, si t'es quelqu'un de timide, c'est décuplé. Comment tu fais ou comment tu as fait pour ne pas laisser le stress l'emporter ? Alors, la première fois, c'était horrible. Le premier concours que je fais... Moi, vraiment, je me dis, mais pourquoi les gens s'infligent ça ? C'est horrible, honnêtement. La première fois que je le fais, j'ai détesté le moment. Okay. Donc, j'ai gagné. Ouais. Et j'ai passé un des pires moments de ma vie. Et en fait, une des raisons pour lesquelles j'ai continué ensuite à faire des concours, c'est que j'ai passé un moment tellement horrible que je me suis dit, je veux juste... remonter en selle, quoi. Voilà, et surtout, c'est incroyable. T'as une scène, tu parles devant 300-400 personnes, tu te dis, en apparence, ça doit être génial. Et donc, je me suis dit, je veux vivre un moment où j'y prends du plaisir. Donc, au début, c'est horrible, il n'y a pas trop de manière d'y échapper. En fait, s'il y a une manière, c'est le travail et la préparation. Ouais. Alors, c'est pas sexy, je sais, mais en fait, plus tu te prépares, normalement, moins t'es stressé. Il y a la respiration, évidemment. Et puis, il y a la pratique, c'est plus t'en fais, plus, au fond, tu commences à apprécier le stress. Maintenant, vraiment, des moments où je ne suis pas stressé avant de parler, ça m'inquiète, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Et en plus, le stress, c'est aussi un générateur d'adrénaline. Et donc, le stress t'aide à être dans le moment présent, paradoxalement. Il t'aide à focusser vraiment sur ce qui se passe là. Les sportifs, par exemple, sont des gens qui, au moment de l'effort, sont certes dans le relâchement, mais ont aussi des doses d'adrénaline gigantesques en eux. Et ben, il y a un peu la même chose, c'est se dire, en fait, j'accepte ce qui vient en moi. Cette espèce de papillon dans le ventre, bah, c'est génial, parce que c'est la preuve que le moment, pour moi, il a de l'importance. Et donc, c'est la preuve que je vais être profondément dans le moment présent. Qu'est-ce que ces compétences que tu as développées ces dernières années ont changé dans ta vie de tous les jours ? C'est une super question. Plein de choses. D'abord, mon rapport à la parole, aux mots. Enfin, ça a changé juste mon rapport à la sensibilité même. La parole, c'est deux choses. C'est une conquête. C'est un instrument parfois même de domination sociale, de pouvoir, etc. C'est aussi une quête. Parce que par les mots, j'arrive à mieux comprendre ce que je sais, ce que je crois, ce que je vis, ce que je ressens.
Et vraiment, à force d'écrire et de parler, je me suis découvert des choses que j'aurais jamais imaginées. Mon rapport à la fragilité, mon rapport aux émotions. Enfin, tu vois, il y a 4 ans, j'étais un mec vraiment cliché d'école de commerce. Quand on me demandait ce que je ressentais, je disais bah, pas grand-chose. Enfin, tu vois, la vie est belle. Et en fait, 4 ans de ça a fait que maintenant, je suis trop fier d'avoir de la sensibilité, de me laisser émouvoir par des choses, ce qui n'était pas le cas avant. Ensuite, il y a le rapport à la timidité. Tu vois, là, on est dans un podcast, il y a des caméras qui nous filment et tout, il y a des micros. Ça m'inquiète pas plus que ça et j'y prends même du plaisir. Donc c'est génial. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Je prends du plaisir à parler aux gens. Là où avant, j'avais de la peur. Et donc j'ai des discussions beaucoup plus fortes, beaucoup plus intéressantes avec les gens. Et puis, troisième chose, c'est la rencontre. En fait, c'est con, hein, mais quand tu parles pas, tu rencontres pas les gens. Ou alors de manière super superficielle, tu dis 2-3 mots, 2-3 phrases. Mais en fait, profondément, la parole, c'est d'abord ça, c'est une rencontre de l'autre. Et j'ai rencontré des gens tellement incroyables grâce à la parole, parce que j'ai osé, parce que des gens sont venus me voir après des concours, parce que j'ai fait des vidéos sur Instagram ou TikTok, que je regretterai jamais d'avoir pris la parole. Ça a changé ma vie. Comment bien aborder les gens ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens c'est pas qu'ils ne veulent pas aborder, c'est qu'ils ne savent pas comment faire, hein, qu'ils ont peur de mal faire. En fait, il y a rarement des manières de mal faire. Il y a une très bonne manière pour aborder les gens, c'est de leur dire, mais en fait, tout. En fait, les gens sont aussi stressés que nous en général. Ouais. Alors, ça dépend quel est le format de la rencontre. Hein. Ouais. Mais je pense souvent à la rencontre de l'ascenseur, par exemple. Quel moment horrible où tu es dans l'ascenseur en même temps que ton voisin ou ta voisine qui t'a jamais parlé. C'est horrible. En fait, les gens sont heureux que tu meubles au départ. Et donc, en fait, faut pas avoir peur de dire des choses, même pas extrêmement intéressantes, mais juste le premier mot, celui qui déclenche la rencontre et la discussion, il est fondamental. Donc, en fait, faut pas avoir peur de parler de soi, de parler de tout. Ça rassure les gens en face de nous et ça leur ôte la charge de devoir le faire à notre place. Et donc en fait, faut pas avoir peur du tout parce qu'il n'y a jamais de risque dans ça. Après oui, il y a le jugement, faut pas dire des bêtises pour autant, hein, je vais pas non plus... mais en fait, la première rencontre, profondément, elle est pas si importante que ça. On fantasme, tu sais, les premières impressions sont les plus fondamentales, etc. Alors oui, quand tu parles pendant 1 heure avec quelqu'un, mais les 30 premières secondes, vraiment le chit-chat comme on dit, lui n'a aucun intérêt, si ce n'est juste de montrer aux gens que tu as une envie de parler avec eux. Et en fait, c'est ça qui se joue dans une rencontre, c'est l'envie et le désir de parler à quelqu'un. Et donc, tu arrives à montrer ça de la manière que tu veux, c'est bon, t'es ma partie. Et après, en revanche, quand la discussion s'installe, oui, dis pas n'importe quoi et une discussion intéressante, ça, tout le monde sait le faire. Mais le tout début, c'est juste une question d'envie et de désir de rencontre. Ouais, parce que je pense qu'il y a la peur de déranger. Enfin, je pense à des événements, tu vois, plus professionnels ou même des soirées, tu vois. Bon, pour rester dans le cadre professionnel, après on pourra dire personnel, par exemple, si tu coaches sur quelqu'un. Mais dans le monde pro, imaginons, je suis à un événement et je me dis, ah tiens, il y a cette personne, j'adore ce qu'elle fait, j'aimerais beaucoup la recevoir sur mon podcast. Mais je vois qu'elle est entourée avec d'autres gens et donc je me dis, je vais pas arriver comme ça et dire, salut, c'est Louise. En fait, j'aurais peur d'être intrusive. Et du coup, potentiellement, je rate l'opportunité. Et ça m'est déjà arrivé, hein, honnêtement, des moments où je me dis, ah non, mais plus tard, quand il y aura moins de monde, et en fait, boum, tu rates le coche. Mais parce que je me dis, j'ai pas forcément la bonne accroche. Et ouais, en fait, on m'a souvent dit, les gens adorent qu'on les écoute. Donc en fait, ne parle pas, écoute-les. Mais du coup, quand c'est toi qui initie, soit tu poses une question ouverte et boum, tu ne fais que l'écouter. Mais voilà, je me demandais s'il y avait des moyens, on parlait d'attention et d'intérêt, de susciter leur intérêt et leur attention assez rapidement, sans que ça nous desserve. La question, c'est plutôt une bonne méthode, justement. Alors déjà, faut pas avoir peur, c'est facile de dire ça. Ouais. Une fois qu'on l'a dit, on n'a rien résolu. Mais c'est vrai. Et en fait, je pense qu'on sous-estime le plaisir que les gens prennent à la rencontre. Alors souvent, dans des événements comme ça, en plus, où c'est vraiment des lieux de rencontre par définition, les gens sont aussi là, eux, pour rencontrer des gens. Et donc, en fait, on a peur d'interpeller l'autre parce qu'on se dit je vais le déranger, etc. Souvent, c'est un plaisir pour l'autre aussi. Et puis, si on le dérange, il nous le dira, et on lui écrira plus tard, ou on le rappellera plus tard. Enfin, c'est pas grave, quoi. Au pire, au moins, on aura essayé, on aura tenté, on aura osé. Et après, non, je pense que tu évoquais une des très bonnes méthodes qui est de poser des questions au début. Alors après, il ne faut pas que l'autre fasse que parler, mais commencer par ça, c'est facile parce que ça aide l'autre aussi à se sentir à l'aise. On lui pose une question un peu générale où il peut développer des choses qu'il connaît, qu'il maîtrise, et après la discussion s'installe. Mais c'est plutôt la meilleure des méthodes, je pense, que la question. J'avais aussi vu un épisode de podcast, je crois qu'il y avait une spécialiste
du langage non verbal. Et elle expliquait qu'il y avait des études qui montraient qu'il y avait pas mal de formes d'attitudes et de comportements qui favorisaient l'approbation ou la validation d'autrui. Est-ce que tu l'utilises consciemment ? Est-ce qu'il y en a qui peuvent nous aider ? Tu vois, par exemple, je me souviens qu'elle disait que justement d'hocher la tête et de pencher un peu la tête en même temps, en fait, ça renvoyait à l'autre le sentiment que ce qu'il disait était intéressant, etc. Et du coup, il était potentiellement ensuite plus disposé à nous accorder ce qu'on demande. Enfin, je suis toujours assez intéressée par ces micro-hacks qui nous permettent peut-être de faire la différence quand on essaye d'obtenir quelque chose, de pitcher un projet ou tout simplement d'obtenir un oui, quoi. Souvent, mimer le non-verbal de l'autre est une très bonne manière de le rassurer. Alors, c'est très inconscient pour l'autre, mais s'il a une position et qu'on a exactement la même, s'il a des mini-tics et qu'on va pas non plus les singer, hein, mais qu'on... Parce que je trouve que j'ai l'impression qu'on... Enfin, tu vois, moi, j'ai un tic aux cheveux. S'il y a quelqu'un en face de moi qui commence à le faire, je me dis, mais enfin, pourquoi il fait ça ? Non, mais alors, là, c'est très évident, tu vois, mais il y a plein de choses très inconscientes comme ça, où on est rassuré par des choses qui nous ressemblent. Après, il y a pas... Je sais pas s'il y a des hacks profonds. Il y a un sujet qui est un sujet d'empathie, encore une fois. Hein. Et vraiment, la parole, c'est beaucoup d'empathie. C'est de dire, si j'avais quelqu'un en face de moi, qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse ou qu'elle fasse ? Et en fait, adopter le comportement exact qu'on aimerait qu'on adopte à notre égard, c'est souvent une très bonne manière de rassurer l'autre. Mais donc c'est que ça, c'est comment est-ce qu'il ou elle va se sentir et comment est-ce que je peux l'aider à se sentir comme ça. Mais tu soulèves un point qui est très important, qui est la part de l'écoute dans la parole. Enfin, on pense à l'éloquence, c'est l'art de parler, c'est aussi l'art d'écouter. Parce que comme c'est une rencontre, il faut que tout le monde puisse avoir son mot à dire. Et comment ça peut aider dans la séduction au sens propre du terme ? Parce que c'est un débat qu'on a déjà eu sur le podcast, mais qui est assez fascinant sur l'avenir des relations. Aujourd'hui, ça passe beaucoup par l'écrit, parce que ça se passe beaucoup par les réseaux sociaux, par les applications de rencontres, où du coup, j'imagine qu'il y a aussi plus de possibilités de réflexion, mais aussi potentiellement pas d'insincérité, mais en tout cas de fabriquer, d'artificiel, versus... J'ai notamment les générations de-dessus, j'en discutais avec des amis qui ont genre 30-40 ans et qui me disaient mais enfin moi je vous vois, vous allez plus du tout les uns vers les autres, c'est terrible. Et en fait, c'est surtout parce qu'on ne sait pas forcément quoi dire, comment le dire. Et ouais, je pense que la peur de déranger, elle est très forte, notamment chez les moins de 40 ans, je dirais. Mais parce que justement, tu disais, l'écrit a pris une place tellement prépondérante qu'on n'est plus habitué à taper sur l'épaule des gens. On se dit, bah, j'ajoute sur Instagram, je lui enverrai un message plus tard. Ouais. C'est pour ça qu'on a peur de déranger. Le rapport à la séduction, il est compliqué, surtout quand on connaît ou qu'on écrit sur les artifices rhétoriques, sur comment répondre à tel genre de questions, comment se comporter, parce que tu perds complètement la sincérité. Tu penses plus en termes d'efficacité. Tu sais que ça marche, tu sais que tel style d'humour va fonctionner. Enfin, tu vois, et en fait, c'est l'inverse d'une rencontre. Quand tu es dans la suranalyse tout le temps, enfin, tu vois, là, c'est bête, hein, mais ma conviction, c'est que la séduction, c'est vraiment un sujet d'authenticité. Pareil que pour la parole. Et donc, si tu es trop dans l'analyse, encore une fois, tu n'es pas dans le moment présent et donc tu n'es pas dans la rencontre de l'autre. Sur le rapport au langage, c'est super intéressant comme sujet. Parce qu'en même temps, quand tu fais des rencontres par écrit, tu vois, on se dit souvent les réseaux sociaux ou les applications de rencontres, c'est un lieu où on juge plus qu'au physique. Bah, en fait, quand tu rencontres les gens par écrit, par définition, tu testes un truc qui est beaucoup moins physique qu'une rencontre là, où tu vois les gens physiquement. Tu vois. C'est concret par rapport à ça. En revanche, c'est que, ce qui est vrai, c'est que tu remplaces jamais le vrai contact humain. Et que tu as des gens parfois, et ça m'est arrivé plein de fois, où tu as un contact intellectuel vachement fort par écrit. Maintenant, la séduction, la parole, tout ça, c'est des choses qui se vivent et qui se ressentent. Et tu as des connexions parfois très fortes à l'écrit, mais qui ne se retrouvent pas dans le monde réel. C'est triste, mais ça prouve que rien ne remplace ça, quoi. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est toujours un peu dur pour les personnes qui sont, par exemple, très mauvais en séduction, et qu'on leur dit, en fait, ben, il suffit juste que tu sois toi-même, tu vois, il suffit juste que tu sois authentique. En vrai, non, ils pourraient devenir meilleurs, tu vois. Comme les gens timides, on pourrait leur dire
vous êtes timide, écoute, c'est ce Sois qui pas fait, timide, c'est ce qui fait c'est ton pas compliqué. charme, Ouais, tu vois, ouais. voilà. Non, je pense qu'il y a quand même une partie de marge de manœuvre. Non, mais t'as de la marge de manœuvre, mais il faut rester sincère dans ta manœuvre. Si tu veux. Enfin, Ouais, justement, le mot manœuvre, il me dérange un peu. ouais, Il faut rester authentique dans ta manière d'être. Après, ce qui est vrai, c'est des questions très. Enfin, que tu résous avec des mots, mais c'est oser tout le temps, quoi. Enfin, la séduction, c'est vraiment. J'ai pas peur de dire un truc, et c'est ça, être soi-même. Tu vois, quand je dis je suis timide, être moi-même, c'est l'assumer, pourquoi pas le nommer, enfin, tu vois, pas chercher à se travestir, ça pour le coup, c'est important. Après, il y a pas de. Enfin, c'est se challenger, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est se challenger, en fait. Se challenger, ouais, non, il n'y a pas de hack. Enfin, si j'avais des hacks de séduction, déjà ma vie amoureuse de manière générale depuis 23 ans serait beaucoup plus épanouie. Et non, enfin. Mais t'as des coachs, En love. fait, si t'as. On non, n'en mais- a pas reçu encore sur le podcast. Parfois, je me pose la question, je me dis, peut-être ce serait intéressant, parce que j'imagine que s'ils sont écoutés, c'est qu'ils doivent quand même pas dire que des conneries, quoi. Non, mais. Sûrement que non. C'est des métiers, t'as des gens qui les payent même pour ça, donc c'est sûrement qu'ils font du bon travail. C'est juste que, au fond, je pense qu'un bon coach en séduction, ce qui t'apprend, c'est pas tant à séduire, c'est plus à t'assumer. Ouais. Et c'est ça, quand on dit il faut être soi-même, c'est vraiment s'assumer tel qu'on est. Et donc, c'est pas avoir peur de ce qu'on est, pas avoir peur de dire les choses, etc. Tu vois, je suis timide, ok, comment j'assume ma timidité? Ça veut dire que certes, je vais pas faire des grandes déclarations en me levant sur la table au restaurant, et je vais avoir des cadres plus intimistes pour discuter, etc. Tu vois, c'est comment je crée aussi les conditions pour que ce que je suis puisse s'exprimer pleinement. Si ma nature profonde, c'est justement d'être un extraverti, c'est plutôt d'avoir des échanges, des dates, des rendez-vous dans des lieux publics où il y a du monde, où il y a de l'énergie qui se joue. Si à l'inverse, je suis plutôt introverti, c'est plutôt dans des lieux plus intimistes. Enfin, tu vois, c'est aussi créer les conditions tout autour de la séduction qui me donnent la possibilité de m'assumer jusqu'au bout. Qu'est-ce que t'as arrêté de faire au-delà de essayer des styles qui n'étaient pas vraiment les tiens, qui t'ont permis aujourd'hui d'être un meilleur orateur? C'est marrant de le prendre dans ce sens-là, de pas ce que t'as fait, mais ce que t'as arrêté de faire. Parce que c'est Ouais, du coup une ouais. très bonne En question. fait, je trouve que c'est parfois plus significatif. Et on dit souvent de la même manière qu'un excellent discours, c'est pas un discours où il n'y a rien à ajouter, c'est un discours où il n'y a rien à enlever. Et c'est un peu la même logique que ta question. Qu'est-ce que j'ai arrêté de faire? C'est de me prendre au sérieux. T'as une phrase de Pascal qui est magnifique qui dit la vraie éloquence se moque de l'éloquence. Et c'est vraiment ça. Quand tu veux trop prouver, en fait, tu ne prouves rien. Quand tu veux trop être dans la démonstration des choses, même en séduction, tu vois, je veux démontrer que je suis super stylé, ça te rend juste infect en général. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et la parole, c'est un peu pareil. Quand tu veux juste prouver aux gens que t'es super technique, super doué, que t'arrives à faire des modulations incroyables de ta voix, des variations géniales, c'est certes techniquement correct, mais ça ne dit rien, ça ne transmet rien. Et donc ce que j'ai arrêté de faire, c'est ça. C'est de me prendre au sérieux et juste prendre du plaisir à parler. Susciter l'intention, c'est dans la partie comment structurer son propos. C'est difficile, je trouve. C'est difficile, lié à la peur de déranger dont on parlait, et lié aussi, j'ai envie de dire, aux possibilités. Enfin, tu vois, quand on pense à susciter l'attention, en fait, on pense à attirer l'attention. Et je pense que beaucoup de personnes peut-être confondent les deux. Donc, quel conseil tu nous donnerais pour susciter l'attention? Je pense que ça peut notamment aider dans le monde professionnel où parfois ça peut être dur de se démarquer de ses collègues ou des uns et des autres. Quels sont les bons moyens d'y parvenir? Souvent, c'est la surprise qui marche très bien. Alors, il y a plein de manières de surprendre. Arriver nu au travail. Non, ça surprend, mais c'est pas une très bonne idée. Non, mais on disait tout à l'heure, tu sais, les gens ont des préjugés sur nous, etc. Donc la surprise, ça peut être de commencer par déconstruire ça. Ça peut être, tu vois, un chiffre, une donnée, une histoire un peu originale, un peu inspirante. Ça peut être une confession sur soi. Ça peut être, en fait, des choses qui sont pas convenues. Tu vois, moi, j'aime à croire qu'il y a beaucoup de poésie dans l'éloquence. Poésie poienne, c'est le fait de créer, fabriquer. Et donc tout ce qui relève du préjugé, de l'élément de langage, du déjà vu, n'est pas éloquent par définition, parce qu'on n'est pas en train de fabriquer quelque chose. Et donc vraiment, une bonne manière de capter l'attention, c'est de surprendre, de créer un truc qui est de l'inattendu. C'est une très bonne manière de le faire. Et après ça, on peut le faire de plein de manières différentes. Et deuxième chose pour l'attention, c'est la bienveillance. En fait, on donne de l'attention aux choses ou qu'on estime ou qu'on déteste. C'est le modèle, par exemple, des réseaux sociaux. On regarde une vidéo ou parce qu'elle nous clive
on déteste ce qui est dit, donc on va réagir, interagir, ou parce qu'on adore. Et il y a un peu la même chose dans la parole. Et mon conseil, c'est plutôt de donner quelque chose que les gens vont aimer plutôt qu'un truc qui va cliver tout le monde. Mais c'est comment j'arrive à faire quelque chose qui va parler aux gens, va les faire se dire tiens, cette personne-là est une personne que j'apprécie, que j'admire. Et c'est ce qu'on appelle en latin, le mot est pompeux, mais c'est la captatio benevolentiae, pour dire en gros, plus simplement en français, qu'il faut que les gens très vite se disent cette personne-là, c'est une personne sympa, agréable, j'ai envie de l'écouter. Et donc ça passe par l'humour, l'autodérision, par le sourire, tu vois, c'est un truc aussi évident que ça. Et quand t'arrives, un, à surprendre, et deux, à susciter de l'attention et la bienveillance de l'autre, généralement t'es bien parti. Est-ce que tu penses à ça quand tu crées tes vidéos sur les réseaux sociaux? À quoi? À cette recherche d'attention ou cette recherche de susciter l'attention? Ouais, il y a des codes, tu sais, il faut faire un hook, il faut que tes 5 premières secondes elles soient méga pertinentes parce que sinon les gens ils swipe, etc. Donc ça je le fais, je me dis tiens... Depuis le début tu le fais? Non, au début pas du tout. Mes premières vidéos vraiment c'est au format horizontal, et il y a du texte blanc sur fond noir, c'est horrible, c'est moche. C'était quand? C'était en 2021. Ok. Et comme c'est authentique, ça a marché. D'accord. Parfois j'ai l'impression que mais comme toujours... Hein, le fond, parfois quand on plus fait que la trop, forme. Hein. Non, mais surtout quand on fait trop, les gens se disent c'est plus authentique et donc ça m'intéresse moins. Et donc non, je me force quand même à avoir un peu un hook ou un truc où je me dis tiens, les gens ça va les intéresser. Après le fond de ce que je développe sur la minute 25 qui reste, pour le coup c'est des trucs auxquels je crois profondément, que j'ai envie de partager, et je me soucie un peu moins de ce que l'algorithme va le pousser ou non. Je me plie juste au code pour le tout début. Après le reste, j'ai quand même envie de faire du contenu qui me ressemble, que j'aime, et pas vivre pour les statistiques, quoi. C'était quoi ta mission quand tu t'es mis sur les réseaux sociaux et est-ce qu'elle a changé? En fait, la raison pour laquelle j'ai fait un TikTok une fois, ouais. C'est parce que j'ai une amie qui a vu la vidéo de mon premier concours d'éloquence et qui m'a dit mot pour mot, c'est typiquement le genre de merde qui marche très bien sur TikTok. Et ça a très bien marché, donc encourageant. C'était vraiment de la merde apparemment. Super, génial. Et donc vraiment, c'était là aussi plus du hasard. Tu vois, on m'a dit fais-le, j'ai dit bon, ok, pourquoi pas. Et puis j'ai vu que ça plaisait aux gens, que la fois d'après j'avais un autre concours un an plus tard, je dis bah tiens, je remets ça ici. Et en fait, c'est bête, mais j'ai vu les opportunités que ça t'offre, quoi. Enfin, tu vois, je fais des trucs que j'aime trop faire aujourd'hui, que j'aurais jamais pu faire il y a 2 ans si je faisais pas des vidéos au quotidien. Ouais. Et puis ça m'a forcé à être créatif. Souvent quand on se dit j'écris, on se dit mais j'écrirai quand la créativité viendra. Et la contrainte est un excellent moteur de créativité. Et donc quand je me dis tiens, il y a des gens qui me suivent, qu'il y a une forme d'exigence de contenu aussi, ça m'a forcé à me dire tiens, ok, je vais écrire, je prends un sujet, je le décortique, je regarde ce qui m'émeut et j'en sors quelque chose. Donc c'est génial aussi d'avoir de l'exigence qui vient d'autres gens que toi. Comment tu renouvelles tes discours et tes idées? Parce qu'on pourrait se dire que même s'il y a beaucoup de situations de vie différentes qui peuvent nourrir des réflexions autour de la prise de parole, j'imagine qu'au bout de 3-4 ans, tu t'es posé la question du renouvellement. Oui, mais il y a tellement de sujets dont on peut parler. Alors je disais tout peut se résumer à quelques sujets fondamentaux philosophiques, mais il y a tellement de choses dont on peut parler, tellement de sujets sur lesquels on peut apprendre, grandir, et même le langage, il est tellement riche que t'en fais jamais le tour. Donc oui, parfois ça m'est arrivé, tu vois, j'ai une punchline que j'ai recyclée d'un discours à un autre, ok, mais c'est jamais le même discours, honnêtement. Et après, c'est tenter des choses. Alors toujours en restant cohérent avec son style et ce qu'on est, mais tenter des trucs, tu vois. Parfois ça marche pas du tout, j'ai essayé parfois d'être plus théâtral, donc sur la forme, tu vois, de jouer des choses un peu différentes. Moi ça marchait pas, mais au moins j'ai essayé, je me suis un peu renouvelé l'espace d'un discours, d'être plus exigeant dans l'écriture, tu vois, d'aller chercher quand je fais de la poésie des rimes plus complexes, des structures plus techniques, enfin tu vois, tu peux toujours creuser, et honnêtement si en 4 ans tu fais le tour, ce serait trop triste. La vie c'est que de la parole, et la parole elle est inusable, je crois. Qu'est-ce que tu as tiré comme enseignement de ce qui était efficace comme argumentaire et ce qui ne l'était pas? C'est Clément Viktorovitch que tu as reçu, je crois d'ailleurs, ici, qui jugeait un argument à l'aune de 2 critères, justement. Il disait 1, est-ce qu'il est juste au sens de pertinent, et 2, justement, est-ce qu'il est efficace. Et l'efficacité, ce qu'il dit, c'est que c'est efficace par rapport à un public, c'est efficace dans un contexte. Donc il n'y a pas des choses qui sont efficaces tout le temps, par définition. Ce que j'ai remarqué quand même, et qui est un peu triste, voire alarmant sur un point de vue plus politique, social,
c'est que justement, ce qui est le plus souvent efficace, ou le plus généralement efficace, c'est souvent des choses qui sont pas les plus pertinentes. Et c'est, je pense, le vrai danger du monde politique aujourd'hui, c'est que ce qui est efficace ne correspond pas à ce qui est juste ou pertinent. Et quand tu vois des politiques qui vont surjouer la corde sensible, ou la corde sympa, qui font des TikTok où ils prennent une bière, où ils prennent un jus d'orange avec un grand sourire, tu vois, c'est efficace, honnêtement. C'est triste, mais c'est efficace. Est-ce que c'est pertinent ? Pas spécialement. Et vraiment, là je prends l'exemple de l'image, mais dans l'argumentation, il y a des choses comme ça. Les images, par exemple, c'est souvent super efficace, tu vois, la métaphore, etc. C'est pas toujours le plus pertinent. Un grand poète a un jour dit « Grab them by the pussy ». Un grand poète, voilà. Ouais. Bah, c'est efficace. C'est tristement efficace parce que ça L'image a est rameuté parlante. derrière lui pas mal de gens aux États-Unis profondément sexistes, tu vois. C'est efficace. Est-ce que c'est pertinent ? Non. Est-ce que c'est juste ? Non. Et toi, dans ta création de contenu, est-ce que tu observes qu'il y a une corrélation entre l'efficacité de l'argumentation et la pertinence ? Je crée du contenu qui est pas argumentatif. Je crée du contenu qui est du contenu poétique. Donc il n'y a pas d'argumentation, il y a un fond, évidemment, mais qui n'est pas argumentatif. Donc je ne saurais pas trop te répondre à cette question-là. En fait, je me dis que c'est presque paradoxal que d'un côté, il y ait des contenus de moins en moins pertinents qui tirent sur d'autres cordes, comme celle de la peur, pour justement attirer le plus de gens. Mais le fait aussi que, j'imagine que toi, tes contenus les plus pertinents sont ceux qui performent le mieux. En fait, tout dépend de ce que tu mets derrière le mot pertinent. Est-ce que c'est les textes que j'aime le plus ? Pas forcément. Tu vois, il y a des choses très simples que j'estime être pas du tout techniques, pas du tout... pas du tout non, mais pas les plus riches, mais qui, comme elles sont simples, marchent, tu vois. Ouais. C'est peut-être ça l'enjeu de la question que tu poses, en fait. De la c'est, facilité. tu vois, ce qui est efficace, c'est souvent ce qui est simple, mais ce qui est simple, c'est aussi souvent ce qui est réducteur. Et je pense que le paradoxe, il est ici. On parle de plus en plus de storytelling. C'est un domaine que je trouve assez fascinant parce que finalement assez nouveau, assez moderne, et qui permet beaucoup de choses, notamment dans une économie capitaliste. Comment tu le définirais toi, et comment tu penses qu'on peut se l'approprier pour en faire une force ? Le storytelling, si je fais de la traduction très naïve, c'est l'art de raconter des histoires, plutôt l'art de raconter son histoire en général. Et en effet, dans une économie capitaliste, ce qu'on voit beaucoup, c'est notamment les start-upers qui racontent une histoire autour de leurs produits, de leurs personnes, etc. Pourquoi ? Parce que l'être humain vit pour ça et vit par ça. Hein. Enfin, dès l'enfance, on est nourri à l'histoire, au conte, puis ensuite au roman quand on grandit, etc. Enfin, c'est ce qui nous fait vibrer parce que on voit des choses qui nous ressemblent, des schémas qui se répètent, qu'on a déjà vécu, etc. Donc c'est pour ça qu'on y tient autant, je crois, aux histoires. Comment on peut se l'approprier ? On disait à l'instant, la parole, c'est beaucoup de lucidité sur soi. Prendre un pas de recul et se dire, tiens, en fait, ce que je suis aujourd'hui, de quoi est-ce que c'est vraiment le fruit ? Et si je devais, tu vois, comme dans un conte, justement, qui sont les personnages importants dans mon histoire ? C'est quoi les moments importants dans l'histoire qui m'a amené là où je suis ? C'est quoi les opposants dans cette histoire-là ? En fait, on peut toujours résumer sa vie à quelque chose d'aussi simple qu'un conte parfois, ou qu'un roman, que toutes les structures narratives qu'on apprend quand on est à l'école. Et quand on a fait ça, ce travail-là, en fait, c'est génial de se plonger dans le passé et de raconter tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu. Enfin, tu vois, j'ai commencé par ça. Quand tu me demandes qui je suis, je te parle immédiatement de ma timidité et je te parle d'un contraste, qui est le contraste entre maintenant et hier. Et souvent, c'est la meilleure manière de raconter une histoire et de s'approprier vraiment un storytelling, c'est de se dire, en fait, c'est quoi l'évolution ? C'est quoi le point de départ où j'étais il y a X mois, X années ? Et c'est qui la personne que je suis aujourd'hui ? Ouais. Et quand on a ce point de départ et ce point d'arrivée, après, il suffit juste de trouver la cause qui explique que c'est pas le même point. Et on a déjà le début d'une histoire. Du coup, à quel point c'est authentique ? Tu vois, je trouve ça assez fascinant, notamment ce que ça a changé le storytelling par rapport aux marques. Ouais. Quand même, aujourd'hui, depuis quelques années, les marques qui sont les plus désirables, qui sont les plus engageantes, c'est celles qui ont une histoire connue de tous et toutes. À quel point elle est vraie, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle
elle est vraiment conscientisée et je pense que ça touche à l'émotion. Hein, donc mais tu vois, qu'est-ce qui explique selon toi qu'aujourd'hui, ça prenne autant de place? Pourquoi ça en prenait pas autant il y a 40, 50 ans, alors que fondamentalement, comme tu dis, les histoires, on les raconte depuis la nuit des temps? Je sais pas si ça prenait moins de place il y a 40-50 ans. Je pense qu'il y avait moins de levier pour les raconter. Mm. Aujourd'hui, les marques, elles ont tellement de levier pour communiquer tout le temps qu'elles en profitent et qu'elles savent que l'histoire, ça marche. L'histoire, ça marche, donc elles le répètent tout le temps. Au risque, justement, du greenwashing de la marque qui se raconte une histoire verte alors qu'elle n'est pas du tout, du pinkwashing, de tous les washing que tu veux. Donc je suis pas sûr qu'on en fasse plus qu'avant. Je pense qu'on a justement plus de médias, qu'on y est beaucoup plus exposé. T'as aussi, dans l'industrie de la musique par exemple, c'est le indie washing où on fait croire que plein d'artistes sont indépendants parce que ça raconte une histoire tellement plus géniale de dire je me suis fait tout seul que de dire il y a des énormes labels derrière moi, etc. On voit ça un peu partout et tout ça, ça tient à quelque chose d'assez simple en fait, je crois, que ce soit pour de la consommation dans une économie capitaliste, pour de la séduction, etc. En fait, on est touché non pas par des marques, non pas par des produits, mais par des gens. Je suis pas sûr qu'une bouteille de Coca-Cola puisse toucher quelqu'un. Je pense qu'une histoire, comme on voit dans les pubs, tu vois, de quelqu'un qui consomme une bouteille et que ça change sa vie et ça lui permet une rencontre avec sa grand-mère ou quoi, ce que tu veux, ça touche des gens. Et en fait, comme on est touché par des gens, dès qu'il y a des grosses structures, etc., on n'y croit vraiment jamais. Alors que quand tu as un entrepreneur, une entrepreneuse qui vient, qui te raconte son histoire à elle, d'où elle vient, ses origines, et de pourquoi un tel produit ou telle rencontre a changé sa vie, bah là on y croit parce qu'on peut se projeter. On se projette pas dans des immenses machines capitalistes, on se projette dans des gens, on se dit tiens, il ou elle, je pourrais lui ressembler, voire il ou elle me ressemble, et donc bah, je me laisse séduire aussi par son produit, son service, sa personne quand on est dans un registre de séduction. On est tellement touché que par des gens que les marques essayent de toujours remettre au centre des individus qui vont venir incarner les choses. Et c'est très humain, je crois, que d'être touché par les gens, et j'ai envie de dire tant mieux qu'on soit touché par des gens et pas par des marques ou autres. Il faut juste comprendre le danger qui se joue derrière. En fait, je trouve que c'est d'ailleurs un peu la limite des podcasts, même si les podcasts c'est super, abonnez-vous. Mais c'est que on peut entendre des conseils, être d'accord avec eux, mais ne pas réussir à vraiment les imprimer dans notre chair. Donc notamment sur le sujet de passer au-dessus du regard des autres, je pense que là les personnes qui nous écoutent peuvent totalement se dire qu'elles sont d'accord et que très certainement que on est tellement tous omnibulés par nous-mêmes que en fait ce que font les voisins c'est pas tellement important. Mais pour une raison ou une autre, c'est pas assez intégré pour que ça leur permette de se libérer de ça et de lancer les projets qu'il ou elle aimerait lancer. Ouais, c'est toujours le problème des conseils théoriques. Hein. Comment est-ce qu'on les met en pratique une fois pour toutes ? Bah, c'est que parfois, je trouve que les dire suffit. Parfois, tu sais, moi, parfois j'entends des phrases dans les podcasts et je me dis putain, mais c'est grave vrai et go, tu vois, mais parfois, ça ne suffit pas. C'est pas un déclic qui est immédiat. Ouais. Ouais. La seule méthode qui existe, je crois, enfin, il y a deux méthodes. T'as soit la méthode des petits pas, qui est vraiment pour me détacher du regard de l'autre. Je fais des trucs un peu plus absurdes, stupides, fous au quotidien, ou en tout cas qui me sortent de ma zone de confort pour m'y habituer. Donc ça peut être je m'inscris à tel concours, ça peut être je sais pas, j'utilise un mot dans une conversation, enfin, ça peut être n'importe quoi honnêtement, vraiment juste des moments où tu lâches prise, tu fais un truc un peu bizarre et tu te rends compte que l'autre s'en fiche en face de toi. Donc soit la méthode des petits pas, soit la méthode du déclic, c'est-à-dire du jour au lendemain, je me dis ok, là je prends une décision. C'est pas un petit élément de ma vie, c'est une décision profonde qui radicalement change ce que je fais. Donc ça peut être demain j'organise une conférence et dans telle salle, j'ai une amie qui a fait ça récemment, et c'est une salle de 100 personnes et je ferai une conférence quoi qu'il arrive. Ça c'est la méthode radicale, c'est-à-dire que je me force, je crée un contexte où je suis obligé de faire un truc qui n'est pas moi, qui me sort de ma zone de confort. Et chacun a sa méthode. T'as des gens qui fonctionnent uniquement par radicalité, parce qu'ils ont besoin de déclic pour changer. Moi je sais que ma nature est plutôt de fonctionner par petits pas et par progrès, mais t'as que ces deux méthodes là qui existent en fait. Donc oui, c'est une pratique, le lâcher prise, c'est ça dont il s'agit en fait, c'est de lâcher prise, hein. C'est une pratique. Un élément avant quand même, c'est que pour lâcher prise il faut avoir prise, et le lâcher prise et se détacher du regard de l'autre, ça ne peut pas être le n'importe quoi. Et souvent, avant de pouvoir se détacher du regard de l'autre,
avoir prise, c'est se détacher du regard de soi à soi. Pareil, c'est plat dit comme ça, mais c'est tellement vrai. Et donc arriver à faire un travail sur soi, ça peut passer par la psychologie, ça peut passer par la méditation, par le journaling, tout ce que tu veux, mais arriver à avoir un regard sur soi qui est un peu plus objectif, c'est la première étape avant de se détacher du regard de l'autre. Qu'est-ce qui ne relève pas de la pratique, finalement? Dans la vie, de manière générale? Non, dans l'art oratoire. Le talent. Ça existe, moi je crois beaucoup au talent. Il y a des gens talentueux. Ça veut pas dire que tout le monde ne peut pas avoir une parole qui compte, ne peut pas avoir une parole éloquente. Rien n'est inévitable dans la prise de parole, mais je crois quand même qu'il y a un peu d'inné. Et donc des gens ont du talent. Alors c'est pas juste, c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans la parole, c'est vrai dans la musique, dans tout ce que tu veux. Faut pas en être jaloux, mais il faut savoir composer avec ses armes. Donc si t'as du talent, tant mieux. C'est un peu comme une partie de poker, la prise de parole. On part pas tous avec des armes égales. T'en as qui ont une paire d'as au départ, parce qu'ils font 1m95, ils ont une voix qui porte naturellement, et en plus ils ont eu le bon milieu social, donc ils ont des références, ils ont une construction intellectuelle géniale. Ok. T'en as qui ont un 2 et un 7 au départ, c'est pas juste. C'est pas pour autant que tu peux pas gagner. Parce que t'en as qui font n'importe quoi avec leurs armes. T'en as qui sont dans l'argument fallacieux, qui sont dans la manipulation, qui sont dans l'arrogance, et donc on les aime pas, et donc on va jamais les écouter. Et t'en as qui ont un 2 et un 7, et qui, parce qu'ils ont un 2 et un 7, déjà vont travailler pour en faire la meilleure partie possible ensuite, et puis aussi vont être peut-être plus humbles, donc plus sympas, et donc t'auras peut-être plus envie de les écouter. Si jamais tu devais me coacher de ce que tu as vu là ou de ce que tu as pu voir dans d'autres podcasts, comment, et vraiment j'aimerais que tu sois très sincère, je suis pas du tout susceptible comme personne, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon art oratoire? Alors le plus évident, mais c'est pas le plus important, mais ça on les a tous, c'est les tics. Tu parlais de tes cheveux, t'as tes mains, mais je les ai aussi. T'as les mains, t'as les cheveux beaucoup. Alors c'est le plus facile à corriger, c'est pour ça que je le nomme en premier. Ah, tu trouves que c'est facile à corriger? Ouais. Putain, parce que moi les cheveux j'en ai conscience, ça fait 10 ans. C'est fou, t'en as conscience et t'arrives pas à t'en détacher? Ouais, mon psy m'a dit que c'était mort, que je pouvais rien faire. Ok, alors t'en as qui sont plus faciles que d'autres, je pense que les mains c'est conscient, les mains c'est possible, je les pose, etc. Alors il y en a qui sont peut-être tellement ancrés que, en tout cas c'est le plus évident quand on te voit, c'est pas le plus important je pense. T'as un sujet je crois de créer de la pesanteur. Ça passe beaucoup par le silence, ça passe aussi beaucoup. Donc en fait, Louise, faut que tu te taises. Non, c'est l'empouvoirment, voilà, mais on dit à Louise Auster, c'est l'empouvoirment, je rigole. Non, mais t'as un sujet sur. Pour que les mots aient plus d'importance, de créer, je pense, un peu plus de relief. D'autant plus que t'es sur un podcast où t'as des choses très fortes qui sont dites, tu vois, des moments d'émotion, etc. Je crois qu'il y a un enjeu à se dire. Je sais que c'est monté, etc. Tu vois qu'il y a un enjeu, faut aller vite. C'est un tournage, etc. Mais parfois à plus profiter des moments. Et donc ça passe vraiment par le silence quand tu parles, tu vois, de vraiment insister sur les mots qui comptent dans tes variations, etc. Et je pense que c'est une remarque que je te ferai, c'est arriver à vivre les choses encore un peu plus quand tu parles, où on sent que comme il y a tout un tournage autour, t'es dans le contrôle et t'es pas encore parfaitement dans le lâcher prise. Moi non plus. Ah bah, parfaitement, si tu peux enlever le parfaitement. Tout le monde doit encore progresser dans sa parole. Donc je pense qu'il y a ça. Donc l'éthique, le lâcher prise et peut-être encore un poil de naturel en plus. Ok. Parce qu'on s'est vu juste avant, etc. Tu vois, t'as un côté plus fluide, plus naturel avant. Et la caméra, le micro crée toujours ce contexte-là où on est un peu plus figé. Et en fait, t'as un naturel qui est incroyable, enfin, où t'es souriante, etc. Tu parles aux gens, etc. Qu'on a envie de retrouver un peu plus dans la parole où il y a une forme de crispation encore quand tu parles, je crois. Mais t'es très talentueuse. Je dis ça. C'est gentil. Non, mais si t'as un podcast qui fonctionne, etc., c'est parce qu'en fait, les gens quand même aiment t'écouter et donc vraisemblablement, tu t'exprimes très bien. Et ça, c'est, je trouve, toujours un point difficile d'arbitrage. Je sais pas si on peut parler du regard des autres, mais je pense qu'au début de mon podcast, c'était beaucoup plus naturel. Résultat, je coupais la parole toutes les 2 secondes, tu vois. Et du coup, comme j'ai eu quand même plusieurs commentaires qui me disaient genre, mais enfin, en fait, arrête, tu peux pas couper la parole aux gens comme ça. Moi, dans ma tête, c'était une conversation. Donc, du coup, c'est vrai, tu vois, je l'ai intériorisé. Et maintenant, je fais un effort conscient pour vraiment laisser les invités aller au bout de leur réflexion. Et
Donc c'est difficile, je trouve, cet arbitrage. Parce que finalement, déjà, tu plairas jamais à tout le monde. Les gens ont toujours quelque chose à dire. Mais ouais, en gros, réfléchir à ce qui vaut le coup d'être changé de ta personne ou de ta personnalité afin de pouvoir aussi satisfaire les attentes et les besoins des personnes à qui tu as envie de parler, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment la tension qu'on a décrit tout l'épisode là. C'est la tension entre une parole éloquente, c'est une parole qui est sincère. Et en même temps, c'est une parole qui s'adapte. Ouais. Et donc, comment on est sincère dans l'adaptation, honnêtement, c'est super dur. Et le bon équilibre que j'arrive à trouver dans les discours, je crois que j'arrive pas forcément encore à le trouver dans ma vie de manière générale, c'est de se dire, je prépare les choses. J'ai un plan, j'ai une ambition, j'ai un podcast, je sais quelles sont les questions fondamentales, je sais qui j'ai en face de moi, je travaille en amont. Et dans l'instant, j'accepte de m'en détacher. C'est super dur, hein, parce que tu dis, putain, j'ai quand même mis X heures, X mois de travail, et dans l'instant, il faut que j'accepte de dire non. Super dur, mais c'est ce qui fait que l'échange, il est profondément humain, qu'il est vraiment sincère, etc. Tu vois. J'arrive pas à savoir, tu vois, depuis tout à l'heure, si tes questions, elles sont toutes préparées, ou si elles viennent dans l'improvisation. C'est plutôt une excellente nouvelle, parce que ça montre que la chose est fluide, et que t'es pas dans une parole qui est uniquement anticipée, et qu'elle est aussi sincère, et qu'il y a un échange. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré ? Je savais qu'il y avait cette question parce que j'ai écouté les épisodes précédents. Je la pose pas à chaque fois, mais là, je me suis dit vulnérabilité, ça me parle. Alors, c'est nul par rapport à ce que j'ai dit avant, mais c'est une frustration que j'exprime. Ok. Je pleure très peu. D'accord. Mais pas parce que les hommes ça pleure pas, etc. Pas du tout. Ça m'arrive assez peu. Peut-être que j'ai de la chance de pas vivre des choses très tristes, tu vois. Ça m'arrive assez peu. La dernière fois que j'ai eu les larmes aux yeux, en revanche, c'est justement en écoutant une chanson qui s'appelle Les Hommes pleurent de Lord Esperanza, qui a fait un concert au Trianon en 2023, qui est filmé en live sur YouTube. Et moi, la musique live, alors même filmée en live, ça m'émeut énormément. Et donc une chanson qui s'appelle Les Hommes pleurent, c'est la dernière sur laquelle j'ai failli pleurer. C'est un beau storytelling pour le coup. C'est un beau storytelling, mais c'est vrai en plus. Ouais. C'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois ? Bah, tout le temps en fait, enfin, par définition, tout est une première fois. Ouais. Mais de significatif. J'entends, j'essaie de me défaire de la question. Tu vois, tu vois la rhétorique, parfois c'est pas suffisant. De significatif, de très significatif, j'ai fait un concert récemment. En fait, j'adore la poésie et on est venu me chercher, on m'a dit Pierre, est-ce que tu veux écrire de la chanson ? Et donc j'ai sorti un single avec un artiste qui s'appelle Sauvant, qui s'appelle L'amour dure 3 mois, le single. Et il se trouve qu'un mois plus tard, Sauvant jouait à l'Olympia. Waouh. Et donc pour la première fois de ma vie, j'ai chanté, slamé sur scène. Et ma première scène de ma vie, ça a été l'Olympia. Oui, c'est une belle première fois. Ouais. C'est sûr. Et c'est pas étrange pour toi que d'autres s'approprient tes mots ? Oui, quand je suis parolier, tu veux dire quand j'écris pour d'autres ? Ouais, là, j'imagine que sur son album, c'est un feat. Ouais. Ah d'accord, je pensais que tu avais écrit et qu'il chantait. Non, c'est un feat. Après, je fais aussi ça. Ouais. Donc j'écris aussi pour des artistes, un peu en musique, un peu dans le stand-up aussi. Où je fais même de la plume pour des dirigeants d'entreprise. Ouais. En fait, les gens avec qui je travaille sont tellement différents de moi que les mots, entre guillemets, que je mets dans leur bouche sont jamais des mots que je pourrais dire tels quels. Et typiquement, je travaille avec des artistes en musique qui sont des chanteuses qui ont un timbre de voix incroyable, etc. La mélodie, etc. qu'on écrit, je serais incapable de faire aussi bien. Et donc je ne dirais jamais ça de cette manière-là, je chanterai jamais ça de la même manière. Et donc en fait, je me dis pas, tiens, on me vole ce que j'écris. Je me dis, la seule manière de sublimer ce truc-là, c'est avec la voix de telle personne, avec la personnalité d'un tel ou d'une telle, tu vois. Donc c'est jamais un truc qu'on me vole. C'est un moment où je me dis, tiens, ce que j'ai fait, la meilleure manière qu'il aura de s'exprimer, ça sera dans la bouche de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre encore sur l'éloquence ? Alors il y a deux choses, il y a un sujet nul mais qui pour moi est important, c'est l'articulation. J'articule pas beaucoup, je parle vite et ça me frustre quand les quelques fois où je me regarde, je trouve ça détestable. Mais c'est là encore le jugement de moi sur moi. Un truc peut-être plus important, c'est arriver à faire des choses que j'arrive pas à faire aujourd'hui, c'est-à-dire la théâtralité, à aller crier, tu vois. Moi, le lâcher prise, j'arrive pas à crier, à donner tout ce que j'ai au fond de moi. Et donc parfois quand j'ai des textes qui mériteraient, je pense, d'être plus scandés, je vais garder plutôt
parce que c'est confortable, le côté lyrique est donc plutôt doux. En fait, à arriver à trouver de la douceur dans des choses un peu plus rugueuses aussi. Et puis surtout, c'est des thèmes que j'ai jamais exploités parfois. Il y a des choses sur lesquelles j'arrive pas encore à écrire. Parce que peut-être je suis trop jeune, parce que c'est des sujets trop sensibles. Et donc je me dis, il y a tout un pan à explorer. Comme quoi? Comme quoi? Comme le deuil, comme la mort. Enfin, tu vois, je te disais, je pleure pas beaucoup, c'est aussi parce que je m'évite parfois... Enfin, tu vois, le langage, c'est deux choses. C'est à la fois un moyen d'expression de l'émotion. Pour moi, c'est aussi parfois un moyen de protection. Et tu vois, quand tu fais des belles phrases, que tu écris en poésie, que tu mets de l'humour, moi, je sais que souvent, c'est une manière de me cacher derrière tout ça. Et tu mets les belles phrases pour pas avoir à dire les choses de manière plus crue, plus évidente. Donc peut-être que ce qu'il faut que j'apprenne encore en éloquence, c'est à pas me cacher derrière les mots et les belles phrases et parfois être plus direct, immédiat, pour dire les choses de manière peut-être plus sincère encore. Si tu pouvais mettre un livre entre les mains de toutes les personnes qui sont en train de nous écouter, quel livre tu aimerais leur proposer, leur offrir? Donc pas mon livre préféré. Non, le livre que tu aimerais mettre entre leurs mains. Parce que mon auteur préféré, c'est Suran, qui est un penseur du suicide. Donc je pense que je ne mettrais pas ça dans les mains de tout le monde. D'accord. Encore moins d'enfants. Mais c'est un excellent auteur, Suran. Je mettrais, je pense, Lettre à un jeune poète de Rilke. Parce que pour plein de gens qui ont un vrai complexe sur ce qu'ils écrivent, ou ce qu'ils font même de manière plus générale, c'est génial. Il a des phrases, Rilke, où il dit quelque chose du style rentre en toi-même, comprends la raison profonde qui te conduit à écrire, et si ce retournement vers l'intérieur, cette plongée dans ton monde te fait jaillir quelques vers, alors tu ne demanderas à personne si ces vers sont les bons. Et en fait, c'est une question qu'on me pose souvent, moi, c'est des gens viennent me voir avec des textes et me disent mais est-ce que c'est bien ce que je fais? Et donc je peux juger la technique, je peux dire bah là la rime elle est pauvre, elle est riche, etc. Mais au fond, l'écriture, la poésie, de manière plus générale, je pense la création artistique, je suis pas sûr qu'elle soit bonne dans l'absolu, alors c'est pas du subjectivisme que je fais, hein, mais parfois juste il y a des choses qu'on doit sortir pour soi et pas pour les autres. Et donc souvent je réponds aux gens, c'est mais on s'en fout. Mais je sais pas si c'est bien. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire? Est-ce que ce qui est écrit sur le papier correspond, oui ou non, à ta pensée profonde, à ton sentiment profond? Et si la réponse c'est oui, je peux certes te corriger la technique, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est est-ce que tu as réussi à sortir les mots que tu devais sortir? Et Rilke, ça il le dit super bien. Et donc pour toute personne qui veut faire de la poésie, en fait, écrire, même créer de manière plus générale, je pense que c'est un excellent livre à lire. Quelle question t'aimerais qu'on te pose plus? Je pense que c'est tout un truc... Moi, j'ai jamais fait de rendez-vous psy, par exemple, tu vois. Et donc, des questions qu'on m'a jamais posées ou qu'on me pose plus. Ouais. J'ai jamais vu de psy de ma vie. Ouais. Et en fait, je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs à causer sur ma sensibilité. De pourquoi est-ce que jusqu'à mes 20 ans, c'était inconcevable pour moi d'être ému par quelque chose, tu vois. Je te conseille un très bon épisode avec Paul de Saint-Cernin qui a le même problème. C'est vrai, incroyable. Qui ne l'a pas résolu et qui a 10 ans de plus. Ça va, j'ai encore 10 ans de marge aussi. Il faut... Ouais. Et pareil, quoi. Mais il y a un pattern qui est masculin, à mon avis. Oui, c'est quand même très lié à la vision de la masculinité. Je pense aussi. Mais le pourquoi est-ce que jusqu'à 20 ans c'était impossible, et pourquoi est-ce qu'au bout de 4 ans ça va un peu mieux mais c'est pas résolu, je pense que c'est des questions alors qu'il faudrait qu'on me pose, certes, surtout des questions qu'il faudrait que je me pose, Louise. La nuance est importante. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre? Moi, il y a un artiste, alors qui est à moitié un artiste, mais quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est Navo. Navo, qui est le co-auteur de Kian Kojandi. Ouais. Et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est quelqu'un qui vraiment est brillant, qui écrit des choses, mais tellement belles, tellement justes, et qui ne cherche pas du tout la lumière. Ouais. Et qui a accepté dans toutes les séries qu'ils ont fait, de Bref, Bloqué, etc. Enfin, tu vois, il n'a jamais pris la lumière. Et je pense qu'il la cherche pas du tout. Et il a un truc très sain, je trouve. Ouais. Et c'est un vrai questionnement, tu vois, quand t'as autant de talent, réussir à dire, bah non, c'est mon pote Kian, ou c'est d'autres acteurs que je trouve talentueux, qui eux vont briller, je trouve ça vraiment d'une humanité et ouais, d'une humilité géniale. Donc si Navo pouvait être là, ça pourrait être incroyable. Un autre que j'admire beaucoup, c'est Félix Radu, qui est un garçon qui fait des chroniques à la radio à l'époque, très poétiques, qui a écrit une pièce de théâtre, qui maintenant sort un album, et vraiment dès qu'il parle, il me touche. Ok. Je l'ai vu dans plein d'émissions, dès qu'il me parle, il me touche, et je pense qu'il toucherait beaucoup Louise.
Et sinon, il y a toute une génération là, de jeunes femmes qui arrivent dans le monde de la musique, qui je trouve est incroyable, honnêtement. Et j'ai pas eu l'occasion de beaucoup les entendre. Alors on a vu beaucoup Zao de Sagazan, Solane récemment, mais il y a toute une génération derrière elle. Il y a Yoa, il y a Zélie, qui sont des filles vraiment super talentueuses. Et j'ai trop hâte qu'elles continuent de grandir en tant qu'artistes parce qu'elles font de la musique géniale. Et donc pourquoi pas Trop à ton bien. micro, Louise. Plein de recos. Exactement. Et la dernière question, je sais pas si t'as écouté les derniers épisodes d'InPower parce qu'elle a changé depuis Ok. Clément Viktorovitch. La dernière question que j'aime poser en ce moment, voilà, c'est mon côté naturel à mes invités. Si jamais demain tes œuvres disparaissaient, si jamais on ne pouvait plus avoir accès au concours que tu as pu faire, au discours que tu as pu écrire, à la poésie que tu as pu écrire, et que tu pouvais juste laisser derrière toi une petite feuille avec un crayon à papier, où tu pourrais écrire les 3 enseignements qui te semblent être les plus importants, les plus précieux. Qu'est-ce que tu écrirais ? T'as le droit de réfléchir. Ouais, bien sûr. Le premier que j'écrirai, c'est une phrase de Marguerite Yourcenar, quand elle rentre à l'Académie française. Elle dit Enfin nous ne sommes pas assurés de siècles de gloire, mais uniquement de millénaires d'oubli. Donc si je pouvais laisser qu'un papier, je rappellerais que justement tout est voué à l'oubli. Le deuxième enseignement, c'est le suivant, c'est la vie n'est belle qu'à la hauteur des émotions qu'on y ressent. Je trouve que la vie, ce n'est que ça, c'est que ressentir des choses. C'est pour ça que ma vie est plus belle depuis 3-4 ans. Et troisième chose, on n'est jamais enfermé par rien. Enfin vraiment, alors c'est facile à dire quand on vient d'un milieu social privilégié, etc. Je sais, hein, quand on est un homme blanc, etc. Mais moi j'ai vu des gens dans des concours d'éloquence, par la parole en tout cas, par les mots, et je suis sûr qu'il y a plein d'autres manières de le faire, tellement dans la souffrance, tellement en difficulté, réussir à trouver, sinon de la libération, au moins de la beauté dans les choses, qu'on n'est jamais tout le temps en prison. Et on peut toujours trouver l'espace de quelques secondes, quelques minutes, de quoi ouvrir la porte et profiter un peu de l'air frais. Trop bien. Merci Pierre, Merci, c'était Louise. très chouette d'échanger avec toi. Vraiment, j'ai appris des choses et j'espère que les auditeurs et les auditrices aussi. Pour les personnes qui veulent désormais en savoir plus sur toi, te suivre, lire tes livres, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Mon Instagram, c'est là je pense où je partage le plus de choses. Ok, je mettrai ça dans les notes du podcast, ainsi que ce bouquin qui sont très bons et ce bouquin qui sont moins bons mais qui a l'air très bien. Ils sont très mauvais. Je rigole, non, mais J'ai c'est mis juste des que trucs qui celui-là puent sent dedans, tellement... Et j'aime beaucoup La Police en plus. Je l'ai pas encore lu, donc j'ai hâte. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Pierre.